fait. Bon. Bonjour Monsieur Macias, Bonjour. merci d'avoir accepté de faire cet entretien. Alors vous êtes professeur à l'Université des Pays de l'Adour, Pau et Pays de l'Adour, et notamment vous êtes rattaché à la faculté de Bayonne, faculté de droit, et c'est dans cette ville que vous avez installé, si je puis dire, l'Institut Louis Joinet, dont vous dirigez toutes les manifestations. Alors cet Institut Louis Joinet est très intéressant et très important parce que je sais que chaque année, cet institut qui était anciennement la Fondation Varenne, vous allez peut-être me corriger si je me trompe, eh bien, permet à des jeunes doctorants de recevoir un prix. Et je crois que vous avez chaque année décerné à peu près 9 prix de thèse en lien avec des sujets sur la justice transitionnelle et ce qui vous permet d'honorer de toutes les disciplines du droit, ce Tout qui à est fait. une grande richesse pour ce prix. Alors aujourd'hui, c'est vrai que votre ouvrage est aussi en lien avec cette notion de justice transitionnelle, une notion récente et peut-être que cet ouvrage s'appelle La réhabilitation des mineurs grévistes de 1948 et l'objectif c'est de, comme vous l'avez mis en sous-titre, c'est de réparer l'injustice. Et donc cette notion de réparation de l'injustice correspond tout à fait à la philosophie institué par Louis Joinet lorsqu'il a développé les principes fondamentaux de la justice transitionnelle. Mais je vous laisse présenter cet ouvrage parce que comme aujourd'hui nous sommes dimanche, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de le ramener, de le rapporter de chez moi et donc c'est vous qui allez pouvoir le montrer à l'écran. Vous allez recevoir la jaquette de l'ouvrage, donc vous pourrez l'insérer. Ce que je voudrais dire, c'est que cet ouvrage est né donc en fait d'une intuition, parce que paradoxalement, la justice traditionnelle, on la retient surtout sur la question de la dictature, sur la question de la sortie de conflit, sur la question au fond de la réparation de crimes extrêmement graves, de violations importantes des droits de l'homme, tels que le crime de guerre, le crime de génocide ou les crimes contre l'humanité. Or ici, il n'est pas question de crimes contre l'humanité, mais il est question d'une injustice qui a été commise à l'endroit de mineurs grévistes en 1948 qui ont fait grève, telle que la Constitution les autorisait à le faire, et qui ont été extraordinairement sanctionnés. Cette grève a été, au fond, une sorte de guerre civile larvée ou localisée, puisque le gouvernement de l'époque a envoyé plus de 50 000 soldats pour réprimer la grève, que les corons étaient lieu d'affrontements violents avec des morts, des blessés. Et puis aussi parce que ces mineurs, ils ont été très sanctionnés non seulement pendant la grève, mais après la grève, ils ont été mis en prison, ils ont été renvoyés de leur emploi, de leur maison, car à l'époque, le charbonnage assurait aussi le logement, ils ont perdu leur système de santé, ils n'ont pratiquement jamais pu retrouver de travail dans les lieux, dans les bassins miniers dans lesquels ils avaient été impliqués dans la grève. Et donc, il en est né une injustice extrêmement forte, comme nos démocraties peuvent parfois en fabriquer. Et à partir des années 2010, s'est engagé un processus de réhabilitation de ces mineurs, de demande de réhabilitation, qui a abouti Pardon, grâce… cette demande de réhabilitation, elle vient de qui Alors, elle vient exactement? d'un groupe de mineurs survivants, parce qu'ils sont encore là en dépit de leur grand âge, et notamment Georges Carbonnier, Norbert Gilmez, qui ont porté cette demande. Alors, d'abord d'un point de vue syndical et politique, puis aussi d'un point de vue judiciaire. Alors, ils ont rencontré des avocats, ils ont saisi la HALD. Il y a eu un groupe d'avocats qui a fait un travail absolument formidable, qui a abouti à une décision de la Cour d'appel de Versailles, qui finalement a levé la prescription pour déclaré que leur licenciement avait été abusif et que leurs droits avaient été violés. La Cour de cassation est venue dire que casser cette décision, et en même temps, le gouvernement, et notamment Christiane Taubira, s'est emparé de cette affaire, a mis en place, a fait adopter une loi en 2015 sur la réhabilitation des mineurs, qui reconnaît officiellement leur préjudice, qui a mis en place un système de réparation, mais un système de réparation tel qu'on les connaît en matière de justice transitionnelle, c'est-à-dire à la fois des réparations matérielles, mais aussi collectives, symboliques, avec la restitution des grades militaires. Ces mineurs avaient été privés de leur grade militaire à la suite de la grève,
alors même qu'ils avaient obtenu la plupart du temps ces grades dans la résistance. Ils avaient fait grève dès 1941 contre l'occupant nazi. On a mis en place une commission dont l'objectif est de réviser les programmes scolaires pour intégrer la grève et l'histoire de cette grève dans les programmes scolaires. Bref, on a mis en place, sous l'égide de Christiane Taubira, un ensemble de mesures qui sont extrêmement proches de la justice transitionnelle. Et notre intuition a été de dire, au fond, est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à une ouverture de la justice transitionnelle vers des domaines pour lesquels elles n'étaient pas nécessairement orientées originellement? Alors ça participait, je dirais, d'une double mutation. Ça participait d'abord de la mutation de la justice transitionnelle en tant que telle, avec la mise en place de ces outils vers des processus ou des contextes qui étaient un peu différents. On l'avait déjà rencontré. Est-ce que vous pourriez expliquer en 2 mots cette justice transitionnelle? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas bien les mécanismes. Alors, la justice transitionnelle, c'est un mécanisme qui s'est créé de manière progressive et un peu pragmatique, qui consiste au fond, c'est une justice d'abord qui consiste à aller juger maintenant ce qu'on aurait dû juger beaucoup plus tôt, mais qu'on n'a pas pu faire pour des raisons politiques. C'est une sorte de justice qui remonte le temps judiciaire, en même temps qu'elle participe à une mutation sociale et qu'elle participe également à une réflexion sur les causes de la violence et la cause de l'injustice. Je dirais que c'est la justice du plus jamais ça. Et elle a été théorisée à la fin des années 90 par Louis Joinet, notamment, dans un rapport célèbre présenté à l'ONU, où il a établi les 4 grands principes, les 4 grands piliers de la justice transitionnelle: le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et les garanties de non-répétition. Et donc, ces mécanismes se sont mis en place à la fois par des juridictions, mais aussi par des commissions vérité. On a tous en tête l'exemple de la commission vérité d'Afrique du Sud. Et longtemps, ces mécanismes se sont limités au jugement des génocides. On peut citer la question du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, du tribunal pénal pour le Rwanda, à la question de la sortie de la dictature via l'exemple sud-africain de la commission vérité. Et puis, ils se sont ouverts, et je parlais tout à l'heure de double mutation, ils se sont ouverts d'abord vers d'autres domaines. Alors, il y a l'exemple du Canada, où les Canadiens ont mis en place des commissions vérité pour statuer notamment sur le sort des enfants autochtones mis de force dans des pensionnats dans lesquels ils ont été extrêmement maltraités. Les Lapons également ont mis en place ce type de commission justement pour les enfants samis qui ont été eux aussi intégrés de force dans des cultures qui n'étaient pas les leurs. Et donc, s'est développée progressivement l'idée que les instruments de justice transitionnelle pouvaient rentrer dans d'autres domaines. Et très récemment en France, à côté de l'exemple des mineurs sur lequel on va revenir évidemment, l'Église catholique a mis en place une commission d'enquête sur les violences sexuelles commises en son sein, dirigée par Jean-Marc Sauvé, qui réalise un véritable travail de justice traditionnelle. Et donc, la question des mineurs nous paraissait aller dans le sens de cette évolution. Elle nous paraissait Je pense que vous avez également fait un DVD sur cette histoire. Alors, on a fait un DVD parce qu'en fait, l'objectif de cette recherche, c'était une recherche à la fois académique, mais aussi une recherche de terrain. C'est Louis Joinet qui disait qu'il fallait constituer les archives des victimes. Et nous, on a tenté, alors avec d'autres, Jean-Luc Reynaud aussi a fait un DVD là-dessus, mais on a tenté de faire une sorte de commission vérité virtuelle, d'aller rencontrer les victimes, d'aller rencontrer les acteurs de la grève et de leur donner la parole. Et d'ailleurs, le livre va être connecté avec un site internet dans lequel ceux qui vont lire le livre pourront aller écouter le témoignage. Il y a plusieurs dizaines d'heures de témoignages de mineurs grévistes. Et on a sorti effectivement un DVD qui s'appelle Réparer l'injustice, qui est en vente à l'Institut Joinet notamment, et qui tente de montrer au fond comment le processus s'est mis en place. Parce que ce processus de réhabilitation, au fond, il prend l'aspect je dirais d'un point de vue, il a un aspect humain et un aspect académique. L'aspect humain, c'est que c'est d'abord, on pourrait dire, le témoignage d'une émotion. C'est d'abord le témoignage d'une rencontre un peu improbable entre des mineurs grévistes, des vieux messieurs qui ont passé toute leur vie à tenter d'obtenir la réhabilitation de leurs droits, et puis Christiane Taubira. Je voudrais juste vous lire très rapidement des extraits de ces témoignages, et notamment l'extrait de Norbert Gilmez. Norbert Gilmez, qui est un gréviste de 1948, qui est quelqu'un qui vient du nord de la France, du Yémen, et qui porte la mémoire de cette grève, et qui a été un très grand activiste pour demander la réparation. Et il nous a raconté la grève. Il nous a dit qu'à partir d'octobre 1948, il n'a plus de salaire. On avait déjà tout perdu en août et en septembre. De toute manière, avec mes mises à pied, moi, je n'avais déjà plus de salaire. Je n'avais plus droit au charbon, plus droit au logement. J'ai été licencié. Il a fallu quitter ma maison. C'est le Secours populaire qui a organisé pour les enfants des licenciés, au siège du syndicat, des collectes de vêtements.
Ma femme s'y est rendue naturellement. Elle n'avait pas de manteau, elle n'avait qu'une chemise, elle était en pantoufles, elle était enceinte, elle n'avait plus rien. Et il y avait eu des grèves, il y a eu des blessés, des morts dans les manifestations. Ah oui, parce que les CRS, à l'époque, il n'y allait pas de main morte quand tu voulais liquider une manifestation. Et ce témoignage-là, il a beaucoup touché ceux qui l'ont entendu, il nous a beaucoup touché. Il a aussi beaucoup touché Christiane Taubira, que nous avons, elle aussi, interviewée pour la confection de ce livre et de ce DVD, et qui disait, au fond, quand je prends en charge ce dossier, je perçois très vite qu'il y a des personnes en cause. Ce n'est pas juste un dossier, une masse de papier, des chiffres ou des dates. Ça concerne la vie de personnes qui, en plus, ont continué à se battre. Des dizaines d'années sont écoulées, et ces personnes ont continué à se battre. C'est une très belle histoire. Elle est puissante, elle est forte, elle est lumineuse, elle est majestueuse. C'est une très belle histoire et je ne voulais pas me priver de la connaître. Et ce dialogue, il est très important dans la structure de notre ouvrage parce que, au fond, cet ouvrage, c'est au fond la traduction juridique d'une indignation face à une injustice. Ce qu'est fondamentalement la justice transitionnelle et ce qui est, je dirais, fondamentalement la leçon de Louis Jouanet. S'indigner face à une injustice, toujours s'indigner, mais tenter d'y apporter une réponse construite. Et la réponse construite, au fond, et c'est ce que nous avons essayé de faire avec ce livre, elle s'appuie sur deux idées. La première idée, c'est que les mineurs en 1948, ils ont connu ce qu'on pourrait appeler un préjudice historique important, puisqu'ils ont été condamnés pour des faits de grève, avec une répression anormale par rapport à la grève qui était légale, qui était même constitutionnelle, avec des sanctions anormales et pour des motifs politiques. Et quand dans une histoire d'un pays, on a ce genre de mécanisme, eh bien, on met en place un processus de réparation, alors qui a été chaotique, qui a été long, qui est très complexe, hein, qui, je disais tout à l'heure, qui fait appel à la réparation personnelle, individuelle, mais aussi collective, pécuniaire, mais aussi financière, mais aussi symbolique. Et c'est un peu le récit de cette réparation qu'on tente de mettre en place. Avec, vous utilisez le mot symbolique. Ce mot symbolique, que représente-t-il? Est-ce que pour les mineurs, ça avait un intérêt? ça a un très grand sens. Je pense d'ailleurs que pour les mineurs, la réparation matérielle est aujourd'hui assez accessoire, parce que c'est très difficile de quantifier tout ce qu'ils ont pu perdre, hein, en droit à la carrière, à la perte de leur logement, etc., etc. Mais pour eux, c'est d'abord une question d'honneur. Beaucoup nous l'ont dit. C'est d'abord une question de rétablir l'honneur des camarades en grève, de ceux qui ont été sanctionnés. Alors, c'est passé, par exemple, par la restitution des grades militaires dans une cérémonie qui a été conduite à l'Élysée par le président Hollande. Ça a été aussi l'obtention pour Norbert Gilmez de la Légion d'honneur, qu'il a immédiatement dédiée à l'ensemble de la corporation minière. C'est au fond le rétablissement de leur honneur. Et il y a quelque chose qui nous avait beaucoup marqué, parce que pendant la confection du livre, on a évidemment beaucoup, on a été rencontrer des mineurs, beaucoup dans le Nord, à Saint-Étienne, et aussi autour d'Alès, dans le Gard. Et on a été notamment sur le site de l'Andrèche, qui a été animé, qui a été un grand site de la grève de 48 et puis d'autres grèves par la suite. Et il reste sur le site une peinture qu'avaient fait les grévistes, où il disait « Parlez de nous ». Eh bien, j'ai trouvé que c'était important que l'université puisse parler de ces combats-là aussi, puisse parler aussi de cette nécessité de rétablir la justice, y compris quand l'injustice vient de gouvernements démocratiques, y compris quand on n'est pas en dictature, mais il s'agit de consolider la démocratie par le rétablissement de la mémoire. Parce que ça, c'est aussi une des difficultés de cet ouvrage, c'est au fond de pouvoir remonter très loin dans le temps. Les dommages, ils datent de 1948 et ils s'inscrivent dans une problématique beaucoup plus importante parce qu'ils s'inscrivent dans la problématique générale de la désindustrialisation française, de la disparition de la corporation minière, alors que l'identité minière a été extrêmement structurante de la construction de la société française. Ils s'inscrivent aussi dans le cadre des souvenirs d'une grève de 1941 qui a été conduite contre l'occupant nazi. Et c'est pour ça que dans cet ouvrage, on fait appel non seulement évidemment à des juristes, spécialistes de justice traditionnelle, mais aussi à des historiens, mais aussi à des psychologues, mais aussi à des journalistes. Bref, on a essayé, au travers de cet ouvrage, de mobiliser scientifiquement tout un aéropage extrêmement différent de spécialités. Alors, ça n'a pas toujours été simple d'un point de vue épistémologique, parce que c'est parfois compliqué de faire cohabiter des approches différentes. Alors, c'est compliqué d'un point de vue scientifique, mais c'est aussi compliqué parce que est-ce que c'est de l'histoire, est-ce que c'est du droit, est-ce que c'est de la science politique? Tout ça se mélange un peu. C'est pour ça qu'on est partenaire avec l'association pour l'étude de l'histoire de la justice, parce que c'est un élément très important pour nous. Bref, c'est un ouvrage global
qui tente d'apporter une réponse et une réflexion sur un phénomène d'une extrême complexité, mais d'une extrême importance, me semble-t-il. Et je voudrais d'ailleurs dire peut-être que lors de la création de cet ouvrage, en fait, peut-être que notre intuition n'était pas si mauvaise, parce qu'on s'est aperçu, en travaillant sur la grande grève de 48 en France, qu'il y a eu, bien sûr, dans le monde industriel, d'autres épisodes de grève importantes, notamment des mineurs, et notamment, évidemment, on s'est intéressé par ricochet à la grande grève des mineurs britanniques de 84-85 contre Margaret Thatcher, et on s'est rendu compte que le même processus s'était mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement écossais, à la suite de la réouverture des archives et de la pression notamment des députés travaillistes sur le gouvernement britannique, le gouvernement écossais a mis en place une commission d'enquête qui est dirigée par un avocat, John Scott, sur la réflexion sur les conséquences de la répression policière face à la grève des mineurs en Écosse. Et cette commission, qui a travaillé comme une commission vérité, rencontrant sur les sites déplacements comme les commissions foraines, rencontrant à la fois les anciens mineurs, les communautés, les anciens policiers qui avaient été affectés et impliqués dans cette répression, cette commission viendra dans un rapport extrêmement intéressant. Alors, on a consacré un séminaire sur cette problématique-là, et cette commission viendra dans un rapport demandant au gouvernement écossais des mesures d'amnistie et de réhabilitation vis-à-vis des mineurs écossais qui ont été sanctionnés lors de cette grève. Le gouvernement écossais semble être capable d'écouter cette revendication, et donc, au Pays de Galles et en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire notamment, se développe exactement le même type de campagne pour demander l'ouverture d'une commission de réhabilitation, notamment autour du site d'Orgreave, qui a été le lieu d'un grand affrontement entre les mineurs et la police britannique. Et on voit bien au fond, et c'est peut-être un des éléments qui est le plus important qu'on a abordé dans le livre, mais qui mériterait peut-être une étude encore plus approfondie, et peut-être pour la suite. On voit bien au fond que la justice transitionnelle, les mécanismes de réhabilitation, au fond de mobilisation de la mémoire, deviennent des mécanismes qui touchent le monde du travail. Alors ça a d'ailleurs été compliqué parce que ce monde du travail-là est considéré, était habitué à un affrontement plus frontal, et on ne demandait pas à son adversaire de présenter des excuses, voire de réhabiliter les choses. La question de la réhabilitation, ou de la réconciliation plutôt, était une question qui n'était pas nécessairement extrêmement développée dans les luttes sociales, et on s'aperçoit que ce monde-là aussi commence à s'ouvrir à ce type de réflexion-là, d'amnistie, de pardon, de réhabilitation, comme on peut le trouver sur la question du passé colonial, comme on peut la trouver en matière de crimes sexuels, par exemple, et peut-être que c'est une mutation qui touche les valeurs mêmes de la société, qui touche même une forme de régénération du sentiment et du mécanisme de justice. On ne rend peut-être plus justice exclusivement par le biais d'un affrontement pénal, dans le cadre du procès pénal, même s'il peut exister, mais on voit bien que la question de rendre justice, de réhabiliter dans des droits, y compris par rapport à des violences très anciennes, s'opère également par l'intermédiaire de ces commissions, par l'intermédiaire de ces mécanismes collectifs de prise en charge de la souffrance et qui tentent de donner une traduction juridique à cette souffrance. Écoutez, je vais vous avouer une chose, c'est qu'ayant lu cet ouvrage, à la fois on s'imprègne d'une histoire, on rentre dans des événements qui ont eu toute leur place à un moment donné, dans lequel on voit les difficultés, on voit les malheurs, on voit les souffrances, comme vous l'avez dit. Et ce qui est intéressant aussi dans votre démarche, c'est qu'on actualise cette problématique d'une injustice qui est flagrante, mais qui est juridiquement difficile à défendre. Mais cette injustice demeure dans le cœur des hommes. Et la réhabilitation que vous avez apportée à ces mineurs, j'ai trouvé que ça avait un intérêt particulièrement important pour notre histoire actuelle. Donc, j'incite vraiment les lecteurs à lire cet ouvrage, et on continuera, je pense, à en parler sur d'autres réseaux. Nous vous remercions beaucoup, et merci beaucoup. Donc à très vite donc, pour que l'on puisse lire votre ouvrage. Merci Avec beaucoup, plaisir. M. Massias. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir.